Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Giraud et vous, auditeurs d'Europe 1, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous décryptez l'actualité aujourd'hui, Céline, avec l'avocate Sarah Sandman et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, si vous souhaitez réagir, interagir avec nos chroniqueurs, 01 80 20 39 21, vous êtes évidemment les bienvenus jusqu'à 14h. Alors, si vous nous rejoignez, on va parler de cette consultation qui se poursuit au cabinet du docteur Macron. On en rit, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont sans doute d'autres préoccupations. En attendant, ça fait quand même 44 jours que Gabriel Attal a démissionné, et au 5e jour des consultations, Emmanuel Macron a donc reçu aujourd'hui les représentants de l'Association des régions de France, et on va écouter justement Renaud Muselier, président de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a des personnalités qui peuvent émerger et qui, de toute façon, doivent apporter un profil d'apaisement et de capacité d'addition. Voilà. Donc et après, il y a le volet de ce pacte de gouvernement, et à côté de ça, il y a la non-censure. Et donc, c'est vrai que les socialistes, notamment les sociodémocrates, ont la nécessité aussi d'arriver à prendre une certaine liberté par rapport à leur lien avec les insoumis. Et donc, on a parlé aussi de la proportionnelle. On a parlé aussi du cumul des mandats, de façon à ce que justement il y ait une capacité aussi d'avoir une liberté de respiration et de réflexion et d'engagement. Alors, le mouton à 5 pattes existe-t-il, Sarah Sandman? Alors, je note qu'il a reçu d'abord les présidents de parti, maintenant on fait la région, donc j'imagine qu'après c'est le département, la ville et les circonscriptions, donc comme ça va prendre un peu plus de temps. Il part en Serbie cet après-midi, donc déjà il est un peu occupé. En Serbie. Oui, mais il va revenir. Voilà, il va revenir. Voilà. On pourra reprendre les consultations pour que tout le monde soit bien entendu, donc c'est une manière, pour moi c'est simplement jouer la montre, parce que personne n'est dupe, ces consultations ne servent à rien, ça permet de rencontrer un peu de monde, mais sinon je vois pas bien l'intérêt. Il joue la montre, je pense qu'il va attendre la fin des Paralympiques, ça me paraît quand même logique, pour mettre les JO sur le même plan que les Jeux paralympiques, mais finalement rien n'a changé. Ce que les Français voient, c'est qu'on a les mêmes, qui prennent les mêmes décisions, et on a Madame Oudéa Castéra qui nous explique, je crois que c'était sur LCI, qu'elle ne ressent pas les effets du gouvernement démissionnaire. Oui, forcément, ils font toujours la même chose. Mais en même temps, elle est très occupée par les Jeux paralympiques auxquels elle assiste. On est tous très occupés, oui. Renaud Muselier qui a proposé le nom de Jean-Louis Borloo. Il a sorti ce nom du chapeau, ancien ministre de l'écologie, sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Comme ça, on sait que ce ne sera pas lui, parce que souvent, si vous observez, tous les noms qui sont sortis auprès d'Emmanuel Macron ne sont jamais ceux auxquels on a pensé, même si effectivement M. Cazeneuve revient souvent. M. Borloo, pourquoi pas, avant c'était Mme Pécresse, ça a été M. Bertrand. Bon, un de plus, Olivier D'Artigol. Concernant le calendrier, au regard de la nécessité de mettre un budget de la nation sur la table du Parlement le premier mardi d'octobre, ce sera donc le 1er octobre, il y a quand même nécessité de presser le pas. Je suis assez d'accord sur l'idée que les noms qui étaient le plus exposés pendant tout cet été, on avait le sentiment qu'ils s'abîmaient d'eux-mêmes en étant surexposés. Un nom revient là. La toute première, c'était Toubiana, souvenez-vous. Après Tournée Manège, c'est peut-être l'île de la tentation, c'est-à-dire peut-être que l'un d'eux va vouloir y aller, parce qu'il faut aussi vouloir y aller. Ah ben c'est sûr. Parce que vous avez une épée de Damoclès dès votre discours de politique générale. Là, ça peut passer avec ce qu'on appelle maintenant une majorité de non-censure, mais vous êtes texte après texte sous le coup d'une censure qui peut tomber. Alors, il se murmure beaucoup dans les milieux autorisés, comme on dit, que le nom de Bernard Cazeneuve, qui a beaucoup consulté sur les derniers jours, commence à apparaître. Il est dans l'antichambre, semble-t-il. Commence à apparaître en effet comme une possibilité d'atterrissage. Il cocherait en effet beaucoup de critères, de cases donné par l'entourage présidentiel, un parfum de cohabitation, quelqu'un qui connaît bien le Parlement et la machine de l'État, Bernard Cazeneuve connaît bien, qui ne se présenterait pas en 2027, ça il faut voir, et qui ne s'attaquerait pas au totem du macronisme, notamment la réforme des retraites et la politique fiscale. Là on peut faire confiance à Bernard Cazeneuve, c'est pas véritablement un zadiste sur le plan fiscal, ni sur le plan de la réforme des retraites. Mais ou pas. Ouais. Ou pas. Vous avez un plan à nous soumettre. En attendant, c'est vrai que, en attendant, effectivement, il revient beaucoup ce nom ces dernières heures, et il se murmure aussi que ce serait sans doute avant la fin du week-end, vous voyez, mais ça change tout le temps. On va écouter Carole Delga, la patronne PS de la région Occitanie, qui elle aussi a son mot à dire. Pour moi, bien sûr, là, en tant que socialiste, c'est un Premier ministre, oui, en effet, de gauche, parce que ceux qui ont gagné, ce sont tous
les républicains qui sont attachés. Hein. Voilà, il y a 65% des Français qui ont dit oui au front républicain. Dans ce front républicain, la tendance, je reste lucide et modeste, la tendance est plutôt à gauche, et donc je pense qu'il se doit être un Premier ministre de gauche. Un Premier ministre de gauche, Sarah Salman, Oui, voilà, alors pour pas Carole trop à Delga, gauche c'est non clair. plus, parce qu'il y a toujours le risque de la motion de censure. Oui, non, mais elle est, voilà, Non, mais je elle pense pousse la candidature de Bernard Cazeneuve aussi. Oui, mais parce que Bernard Cazeneuve, c'est gauche, mais c'est pas non plus LFI, donc c'est déjà plus acceptable. S'ils mettent LFI, ils savent très bien que ça ne tiendra pas. Madame Casté, il a dit que c'était non, alors elle est toujours en campagne. Je vois pas bien l'intérêt, mais pourquoi pas, dans le fond. Elle n'a pas compris que c'était une nomination et pas un suffrage universel direct, mais peut-être qu'elle comprendra dans les prochaines semaines. Elle quitte même ses fonctions à la mairie Pour de Paris. s'investir Elle a pleinement annoncé, dans sa campagne, qui n'engage qu'elle, mais pourquoi pas, ça montre quand même une persévérance qu'on peut lui attribuer. Maintenant, la question qui, je pense qu'il vaudrait mieux quelqu'un de technique qu'on connaît pas trop et qui ait un déficit de notoriété. Je pense que ce serait quand même le mieux. Vous avez une idée, un profil, quelqu'un? Oh, je peux regarder dans mon entourage, je plaisante. Non, j'ai pas. D'autant que... je verrais plus. Mon portrait robot, ce serait un énarque ou une énarque qui est un petit peu engagé dans la politique, mais pas trop, donc pas Didier Migaud comme on a pu l'entendre. Là, c'est quand même beaucoup trop engagé. Il a eu énormément de fonctions, même s'il n'est pas connu du grand public. Et encore, ça dépend des générations. Énarque, technique, pas vraiment teinté d'une couleur politique, juste pour faire passer les affaires courantes. D'autant que ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer s'est exprimé dans les colonnes du Point, et il n'est pas tendre, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la Macronie, avec Gabriel Attal, Olivier d'Artigol. Lui, ce serait bien, par exemple. Emmanuel Macron doit être dans la situation du poète Rutebeuf. Que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés. C'est ça. Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés, l'amour est morte. Parce que si... Blanquer était l'un des éléments forts de la Macronie, c'est bien lui. Oui, c'est ça. Mais donc justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique comment il a été lâché à la fois par le chef de l'État, il pique-pente sur Gabriel Attal aussi, qui était à ses côtés. Oui, j'ai envie de dire que ça ne relève pas que du macronisme, c'est la vie politique en général, qui n'est pas une vie... très tendre. Non, mais la temporalité, ce livre sort juste au moment un peu crucial où on se pose des questions sur la difficulté de cohabiter avec Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est de quoi le macronisme est-il le nom? On a là quand même, sur la période estivale, la traduction, une dissolution qui est véritablement née d'un caprice, d'un agacement dû au résultat de la présidentielle. Il n'y avait pas de crise de régime, pas de crise politique, il y avait un résultat à l'élection présidentielle. Oui. Puis, ce n'est pas la première fois que le président a des problèmes de DRH. Il en a connu par le passé, mais là, une incapacité. Oui, mais vous parliez de l'île de la Tentation tout à l'heure, ça m'a fait beaucoup rire. Oui. Mais sa capacité de séduction, elle est quand même elle chute un petit peu réduite. Mais je pense que d'abord, auprès des Français, non. Jupiter est très loin, là, tout le monde a dégrisé. Auprès de ses partenaires, si vous voyez les offres d'Édouard Philippe ou de François Bayrou, c'est peu amène, vraiment. Donc, dans son bloc présidentiel, il y a quand même d'énormes fissures. Et je crois il pense toujours avoir la martingale. Après 2022, où il avait une majorité relative, il sort le Conseil national de la refondation. Il passe en force sur les retraites. Il sort les rencontres de Saint-Denis, le format Saint-Denis, vous vous en souvenez. Donc, chaque fois, on a l'impression qu'il va sortir quelque chose, une martingale, mais là, je crois que tout ça s'est cassé. Pour vous, il ne peut plus rien sortir. Je pense qu'il n'y a pas de rebond. Il n'a plus d'atouts dans son jeu. Il devrait même, y compris, songer à se mettre un peu en retrait, mais je pense qu'il n'en est pas capable. Si, là, il est un peu en retrait. J'ai pas le sentiment. Il consulte tout azimut. Oui, il consulte. Vous voulez dire que sa parole est plus rare? Oui, à un moment, on l'entendait tous les jours. Vraiment, là, on l'entend un peu moins. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Moi, je ne pense pas qu'il démissionnera. La destitution invoquée par une partie de LFI, là, c'est complètement ubuesque. Fiction, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Sur la démission, je ne vois pas pourquoi il le ferait. Enfin, lui, il ne va pas se dire... Pourtant, j'avais parié sur une démission le 15 août. Vous voyez, je me suis trompée. Moi, je pense qu'il va essayer de jouer la montre le plus longtemps possible. Voilà, il se dit 2027, je ne vais pas me représenter. Il reste 2 ans et demi à tenir. Voilà. Après... Dans quel état va être la France après? Et peut-il aussi dissoudre dans un an? La question se pose. Oui, ça je pense. Juillet 2025. Pas forcément. Ça va être ingouvernable. Oui. Il peut dissoudre. Ou pas. Constitutionnellement, il peut dissoudre 1 an après la dernière dissolution. On tombe donc à l'été 2025. Juillet 2025. Mais aussi bien la cohabitation avec Bernard Cazeneuve, si c'est lui l'homme providentiel qui pourrait... S'il n'y a pas de blocage parlementaire et politique, et si la solution qu'il va trouver peut faire du cabotage texte après texte,
il ne sera pas dans l'obligation de dissoudre. Mais on n'y est pas pour l'instant. Et sa stratégie, justement, de dissoudre, quand on prend un peu de recul, aujourd'hui, on est à 44 jours, on l'a dit, après la démission de Gabriel Attal. Il a eu une mauvaise surprise. Il pensait qu'avec une telle dissolution et avec 3 semaines pour faire campagne, il pensait déjà qu'il n'y aurait pas d'unité à gauche, au regard du climat des Européens à gauche. Sauf que s'il y a quelque chose de très développé à gauche, c'est la culture de l'union, quitte à mettre de grosses divergences sous le tapis, culture qui est beaucoup moins développée à droite pour des raisons historiques. La gauche se rassemble quand les blés sont sous la grêle. Donc ça, il a totalement sous-estimé ce mouvement-là, et puis il a sous-estimé le rejet de sa politique, mais de sa personne aussi. C'est-à-dire qu'il y avait, dans les scrutins des européennes et des législatives, il y a quelque chose qui relève de la bataille idéologique et politique, mais il est profondément rejeté dans le pays. Je le crois. Non, mais je pense que là, vous avez entièrement raison. C'est même pas sa politique, c'est lui en tant que personne, parce que c'est comme si sa parole était la parole d'Emmanuel Macron. Pour certains et pour beaucoup, est complètement démonétisé. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, beaucoup de Français vont se dire, si c'est lui qui le dit, c'est que c'est pas possible parce que les Français n'ont plus confiance en lui. C'est ça aussi la réalité. Donc là, je pense qu'effectivement, sa stratégie originelle qui était de dire la gauche est tellement éparpillée que ça va être facile pour moi, la gauche n'a aucune conviction quand il s'agit de faire union contre le Rassemblement national. Autant le Rassemblement national va dire, nous ne ferons pas d'alliance et ils sont fidèles à leurs convictions, autant le Parti socialiste, c'est complètement soumis. Alors là, il se fracture, ce Parti socialiste, actuellement. Il y a des dissidents. Le week-end va être douloureux. Oui, ça va être compliqué, parce qu'il y a les universités d'été qui se déroulent à partir de cet après-midi à Blois. Je ne serai pas présente. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une réconciliation, ou est-ce que ça va être un règlement de compte ? La minorité à Olivier Faure du dernier congrès, mais une minorité organisée avec des porte-paroles médiatiques, Carole Delga étant l'une des porte-paroles de cette minorité, a très mal vécu que Olivier Faure puisse avoir des positions personnelles sur les tout derniers jours sans consultation des organes officiels, bureaux politiques, etc. Donc c'est rendez-vous au Quai Choral ce week-end à Blois, et avec très certainement une partie du Parti socialiste qui va décrocher du nouveau Front populaire pour se dire disponible pour une solution politique si elle est incarnée, par exemple, comme un homme comme Bernard Cazeneuve. Mais pour vous, cette posture, elle n'est pas tenable, celle d'Olivier Faure, de dire aucun compromis, aucune discussion, on ne discute plus avec Emmanuel Macron. Vous savez, le Parti socialiste d'Olivier Faure, c'est un parti de mort-vivant. Donc, ce qu'ils nous disent, j'ai envie de dire, on n'y accorde pas beaucoup de crédit. Plus beaucoup de crédit. Ils ont fait... Alors, c'est vrai Ils ont multiplié par 2 leur nombre de députés. Oui, par rapport, effectivement... D'accord, grâce à l'alliance avec LFI. On peut quand même le dire. Après, Raphaël Glucksmann avait fait un score honorable, ça on peut le dire aussi, mais 1,8 à la présidentielle, on n'a pas oublié. Même si Madame Hidalgo y est peut-être pour quelque chose. Peut-être. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui arrivent, là, désormais ? Une Olivier consultation. D'Artigol, vous n'êtes pas Madame Irma ? Au Parti socialiste ? Oui, au Parti socialiste. Oh non, le Parti socialiste, ils vont faire leur université d'été, ça va être dissonant, ils vont attendre... ça va être consensuel, moi, je pense. Je pense que ce sera dissonant, parce que ça l'est déjà. Soumis. Et bon, nous verrons, mais je ne pense pas qu'il y ait une synthèse sur ce week-end qui se dégage, comme dans les années de François Hollande à la Solferino. Mais ce qui sera intéressant, c'est la prochaine étape concernant le Parti socialiste, c'est à la fois quand Emmanuel Macron fera son choix. Et si ce choix va vers une personnalité de gauche et socialiste ou ex-socialiste, savoir si le groupe PS à l'Assemblée nationale fera corps avec les Insoumis, ou si des voix vont sortir de ce bloc pour voter, pour ne pas voter la censure. Ce sera là le moment de clarification politique concernant le PS. C'est un bon teaser, ça, pour nos éditions du week-end. On va bien se régaler. On reste ensemble. Les gens, ils ont plutôt la tête à la rentrée scolaire, aux factures qui tombent et tout. Et on me parle très peu de qui a Matignon. Très peu. C'est pas le sujet, effectivement. Non, mais ça peut devenir. Il leur reste à la fin du mois. Voilà, et vous avez raison, la rentrée c'est lundi. Je suis toujours très intéressé par de quoi parle-t-on le dimanche en famille autour du poulet rôti. Quand ces enquêtes d'opinion tombent, on se rend compte que les sujets qui sont en tête ne sont pas toujours ceux qui nous animent. En tout cas, nous. Mais on va parler d'un sujet qui anime beaucoup de monde dans quelques instants, c'est les Jeux paralympiques. Parce que pour le coup, ça rassemble beaucoup de monde. Un Français sur 2 a suivi hier cette cérémonie d'ouverture spectaculaire. À tout de suite sur Europe 1. Et vous pouvez réagir avec Céline Giraud de 13h à 14h au 01 80 20 39 21.